Les premiers membres de notre propre genre, Homo, étaient des créatures plutôt étranges. Homo habilis, par exemple, conservait les caractéristiques et les habitudes des singes australopithèques dont il descendait, tout en possédant des qualités d'intelligence humaine uniques qui le distinguaient des autres animaux. Bien que habilis soit l'espèce la plus célèbre des premiers Homo, il n'était pas le seul humain primitif vivant à l'aube de notre genre. En Afrique subsaharienne, dans les plaines herbeuses et dans les forêts claires de la vallée du Rift, Homo rudolfensis s'était également installé. Homo rudolfensis est l'une des espèces les plus mystérieuses de notre arbre généalogique, en partie parce que très peu de restes lui ont été attribués. Il existait à une époque où plusieurs espèces d'humains primitifs vivaient ensemble aux mêmes endroits, et il est difficile d'isoler et d'attribuer des restes précisément à cette espèce. Cela ne veut pas dire que nous ne savons rien sur Homo rudolfensis cependant, et aujourd'hui nous allons examiner comment cette espèce vivait et survivait dans les plaines de l'Afrique ancienne. Qu'est-ce qui distinguait Homo rudolfensis de ses contemporains ? Que mangeait-il et où vivait-il? Comment a-t-il été identifié et que pouvons-nous apprendre de ses restes? Ce sont toutes des questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans la vidéo d'aujourd'hui. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous vous ramenons au Pléistocène pour rencontrer Homo rudolfensis, l'une des premières espèces humaines du registre fossile. Homo rudolfensis vivait dans ce qui est aujourd'hui l'Afrique de l'Est il y a environ entre 2,5 et 1,5 millions d'années. Plus précisément, ces restes semblent être concentrés autour du lac Turkana au Kenya, l'un des plus grands lacs salés du monde situé dans le nord du pays. Aujourd'hui, la région est entourée de déserts, mais à l'époque de Homo rudolfensis, le lac Turkana aurait été entouré de verdure. C'est aussi ainsi que l'espèce a obtenu son nom. Le lac Turkana était appelé lac Rudolf lorsque les premiers restes de Homo rudolfensis ont été découverts en 1972. Ces premières découvertes ont été décrites par le paléoanthropologue kenyan Richard Leakey, qui allait plus tard devenir célèbre en tant que défenseur éminent de la conservation de la faune africaine menacée. Dans les roches entourant le lac Turkana, des chasseurs de fossiles allèrent découvrir un crâne presque complet, appartenant à une espèce d'hominidés alors encore non décrite. Plus grand que ceux de l'Homo habilis contemporain, le crâne se trouvait également à proximité de plusieurs os de fémur, bien que leur lien avec le crâne restait incertain. Des découvertes ultérieures seraient faites par Kamoya Kimeo et Bernard Nyaneo, respectivement paléontologues kenyan et collecteurs locaux de fossiles. C'est Richard Leakey qui a d'abord reconstitué le crâne d'Homo rudolfensis à partir des premières découvertes au lac Turkana. Il a d'abord présenté l'espèce comme ayant une grande boîte crânienne et un visage plat, mais le crâne a subi plusieurs transformations depuis lors. L'anthropologue Timothy Bromage a ensuite révisé la reconstitution du visage, la modifiant pour montrer un visage avec une inclinaison de 5 degrés plutôt qu'un visage complètement plat. Les études sur l'histoire évolutive de Homo rudolfensis sont en cours, mais les scientifiques ont avancé plusieurs théories sur la façon dont il est apparu dans les plaines d'Afrique. David Cameron, l'anthropologue australien et non le politicien britannique, a proposé en 2003 l'idée que Kenyanthropus platyops était l'ancêtre de Homo rudolfensis. Il a suggéré cela en se basant sur la théorie précédente de Mark Collard, selon laquelle rudolfensis aurait dû être une espèce d'Australopithecus et non d'Homo. Des restes de Kenyanthropus ont été découverts le long des rives du lac Turkana, un peu avant l'arrivée de Homo rudolfensis sur la scène. Cameron a avancé l'idée que rudolfensis était plus étroitement lié à Paranthropus, une autre espèce d'homininée contemporaine de rudolfensis, plutôt qu'à Homo habilis. D'autres chercheurs ont soutenu que Homo rudolfensis, ainsi que plusieurs autres espèces d'Homo, devraient être considérées comme synonymes de Homo erectus, mais aucun lien évolutif certain ne peut le prouver à partir des preuves du registre fossile. Il existe encore plus de divergences lorsqu'il s'agit d'os individuels et de déterminer quels spécimens doivent être considérés comme Homo rudolfensis et lesquels appartiennent à d'autres espèces.
En plus des ossements découverts autour du lac Turkana, des os provenant d'Éthiopie et du Malawi pourraient également être attribués à Homo rudolfensis, mais il n'y a pas suffisamment de preuves pour que les chercheurs puissent se prononcer de manière définitive à ce sujet. L'étude des hominines du Pléistocène inférieur à moyen peut souvent être un véritable champ de mines, rempli de spécimens déroutants et d'identification difficile. Aujourd'hui, Homo rudolfensis est largement considéré comme une espèce distincte, séparée de Homo erectus et Homo habilis, rudolfensis étant plus étroitement lié à ce dernier. Bien que l'origine exacte du genre Homo n'ait pas été déterminée, rudolfensis pourrait être un candidat. LD 3501, une mâchoire qui représente le tout premier spécimen attribuable à Homo, pourrait appartenir à rudolfensis. Elle pourrait également appartenir à habilis et pourrait même être un ancêtre commun aux deux espèces. Elle date d'environ 2,7 à 2,8 millions d'années et a été trouvée en Éthiopie, très proche à la fois dans le temps et dans l'espace de l'apparition d'Homo rudolfensis. Reste à savoir si Homo rudolfensis représente l'un de nos plus anciens ancêtres ou une branche distincte près de la base de l'arbre généalogique de notre genre. De son vivant, le visage d'Homo rudolfensis aurait ressemblé à celui d'un humain avec des traits simiesques prononcés. Le visage était en effet très plat comparé au nôtre et il était très large, ce qui faisait paraître les traits du visage de l'espèce plus petits en comparaison. Sa bouche était large et proéminente, il avait une arcade sourcilière marquée au-dessus des yeux et son nez était plat, ressemblant beaucoup à ceux des gorilles et des chimpanzés. Une caractéristique notable des mâchoires d'Homo rudolfensis est que les molaires étaient recouvertes d'un émail particulièrement épais, parmi les plus épais observés chez nos anciens parents. Cela pourrait avoir été une adaptation pour l'aider à mâcher des aliments plus coriaces que certains de ses contemporains. Si un Homo rudolfensis adulte se tenait à côté d'un homme moderne adulte, il y aurait une différence de taille significative. D'après les estimations faites à partir des proportions du crâne, un mâle adulte rudolfensis serait considéré comme grand s'il atteignait 1,65 m, la plupart atteignant un peu plus d'1,50 m. Les femelles étaient légèrement plus petites, mesurant un peu moins d'1,50 m. On pense qu'il pesait environ 60 kg, soit 130 livres, tandis que les femelles pesaient autour de 51 kg, soit 112 livres. Comme d'autres premiers hominines, tels que Homo habilis, Homo rudolfensis était supposé être recouvert d'une épaisse couche de poils corporels, héritée de ses ancêtres singes, australopithèques. Cela pourrait également indiquer que Homo rudolfensis habitait des régions légèrement plus fraîches que, par exemple, le plus tardif Homo erectus, dont on pense qu'il était dépourvu de poils. Il peut être difficile de déterminer avec certitude des informations sur des espèces humaines dont les restes sont incomplets dans les archives fossiles, mais heureusement, les scientifiques peuvent en apprendre beaucoup grâce au crâne d'hominine. Les dents du crâne d'Homo rudolfensis, épaisses d'émail, indiquent que cette espèce consommait des aliments plus coriaces que ses proches parents qui ne possédaient pas cette caractéristique. Des espèces végétales plus coriaces ou des parties plus dures des plantes auraient été consommées sans difficulté par cet humain primitif, sans risquer que ses dents ne s'usent avec le temps. Il pouvait également être capable de supporter une viande plus coriace que les australopithèques ou Homo habilis, ce qui leur aurait permis d'accéder à une plus grande variété de proies lors de la chasse. De plus, la mâchoire inférieure d'Homo rudolfensis était plus épaisse que celle de ses proches, ce qui lui permettait de résister à l'usure causée par ses aliments pendant qu'il mangeait, évitant ainsi toute tension ou dommage aux muscles et aux os. En conséquence, la force de morsure d'Homo rudolfensis pouvait être exceptionnellement puissante pour un humain primitif. Bien qu'Homo rudolfensis ait pu consommer une grande variété d'aliments, il ne semble pas avoir maîtrisé l'utilisation ou la fabrication d'outils. Homo ergaster, une espèce plus récente, est connue pour avoir fabriqué des éclats et des lames en pierre rudimentaire. Mais chez les toutes premières espèces d'Homo, cette capacité semble absente. Cela ne semble toutefois pas avoir affecté la capacité d'Homo rudolfensis à se procurer de la nourriture, et cette espèce consommait probablement autant de viande que ses parents utilisateurs d'outils.
Pour obtenir de la nourriture sans outils, Homo rudolfensis aurait agi en groupe, attaquant des proies en bande ou récupérant des charognes pour obtenir de la viande. Ils auraient passé une grande partie de leur quotidien à chercher des plantes et des fruits pour compléter leur alimentation riche en viande, et il se peut qu'ils aient parcouru de longues distances pour cela. Il est peu probable que cette chasse-cueillette ait été organisée d'une quelconque manière et ces animaux cherchaient plutôt de la nourriture de façon intermittente, se rendant sporadiquement dans les forêts, les prairies et les collines pour se procurer un repas. La taille plus courte de Homo rudolfensis, ainsi que celle de ses contemporains Homo habilis, indiquent qu'il manquait probablement des capacités d'endurance à la course que l'on retrouve chez des espèces ultérieures, comme Homo erectus. Il ne pouvait pas compter sur la vitesse et l'endurance pour poursuivre ses proies jusqu'à l'épuisement, et il se peut qu'il ait chassé de plus petits animaux ou qu'il ait récupéré les restes de carcasses abattues par des chasseurs plus compétents. À mesure que le climat en Afrique devenait plus sec, on pense que cette espèce, ainsi que nos autres premiers ancêtres Homo, comptaient davantage sur les racines et les tubercules pour se nourrir et passant du temps à creuser la terre pour les trouver. Homo rudolfensis était sans aucun doute un animal hautement social, comme le sont tous les grands singes. À mesure que leur cerveau grossissait, ils auraient à développer des compétences sociales et des structures hiérarchiques complexes au sein de leurs groupes familiaux, similaires à celles que l'on observe chez les chimpanzés actuels. Ils pouvaient passer de longues périodes à se toiletter mutuellement pour renforcer leurs liens sociaux et, comme les chimpanzés, ils étaient peut-être dirigés par un mâle dominant qui obtenait le droit de s'accoupler avec plusieurs femelles et de les défendre. Ces singes se rassemblaient probablement, voyageaient, chassaient et se reposaient ensemble, trouvant la sécurité dans le nombre sur les prairies ouvertes et les bois clairsemés de l'Afrique ancienne. On pense cependant que les premières espèces d'Homo s'éloignaient rarement des arbres qu'elles considéraient autrefois comme leur maison. Comme ils étaient incapables de courir sur de longues distances, Homo rudolfensis cherchait probablement la sécurité dans les branches des arbres lorsque le danger approchait. La preuve en est la longueur des bras de cette espèce, proportionnellement plus long que ceux des humains modernes, ce qui l'aurait aidé à grimper dans les branches pour échapper aux grands félins ou aux reptiles dangereux. Homo rudolfensis a coexisté avec plusieurs autres espèces d'hominines, notamment Homo habilis, auxquels il était très étroitement lié. Comme rudolfensis, habilis aurait été couvert de poils et aurait conservé de nombreux traits simiesques, à la fois au niveau du visage et du corps. Comme rudolfensis, leurs bras étaient longs et servaient à se hisser dans les arbres pour se protéger. On pense que Homo habilis était un ancêtre direct sur la lignée menant finalement à Homo sapiens, et il aurait peut-être été capable d'utiliser des outils de base. Homo ergaster a également vécu aux côtés de Homo rudolfensis, et il fut l'une des dernières espèces du genre Homo primitif. Il existe de nombreuses similitudes entre ergaster et le plus tardif Homo erectus, ce dernier pouvant être considéré comme l'une des premières espèces humaines primitives à l'apparence véritablement humaine. Bien qu'Ergaster soit l'ancêtre des hominines ultérieures du Pléistocène, il était capable d'utiliser des outils et était un chasseur efficace de gros gibier sur les plaines entourant le lac Turkana. Enfin, et peut-être le plus étrange des hominines ayant accompagné Homo rudolfensis dans l'ancienne Kenya, était Paranthropus boisé. N'étant clairement pas une espèce d'homo, P. boisé ressemblait beaucoup plus à un gorille et aurait été recouvert d'une couche de fourrure. Comme un gorille, son crâne présentait une crête sagittale proéminente, et bien qu'il ait marché debout, il aurait ressemblé bien davantage à ses ancêtres simiens qu'aux espèces du genre Homo. Paranthropus boisé aurait même pu utiliser des outils très simples en os pour déterrer des tubercules et accéder aux insectes à l'intérieur de leur nid. Les rives abondantes des lacs du Turkana n'étaient pas un refuge sûr pour les premiers humains, malgré la grande quantité de nourriture et de restes d'homininés. C'était un monde dangereux dans lequel nos premiers ancêtres n'étaient pas les principaux prédateurs. Chaque jour aurait été une lutte pour survivre dans un paysage sauvage en perpétuel changement, rempli aussi bien de prédateurs que d'herbivores dangereux. Fait intéressant, l'une des plus grandes menaces pour Homo rudolfensis pouvait être les membres de son propre genre, Homo habilis. Ces deux premiers humains se nourrissaient d'aliments similaires, habitaient les mêmes régions et dépendaient des mêmes ressources.
Pour s'assurer qu'il y avait assez de nourriture et d'espace pour satisfaire leur groupe, ces espèces pouvaient entrer fréquemment en compétition les unes avec les autres. Il est impossible de dire à quoi pouvaient ressembler ces confrontations. Peut-être qu'il s'agissait simplement de démonstrations d'intimidation avec des vocalisations et des mouvements de bras. Il est cependant possible que la compétition dans un monde aussi dangereux ait pu prendre une tournure violente, avec des attaques sauvages et même des morts pour ceux qui ne cédèrent pas. Sachant à quel point les chimpanzés et même les humains eux-mêmes peuvent être dangereux, cela a très bien pu être une possibilité mortelle. Sans aucun doute, les prédateurs les plus dangereux pour Homo rudolfensis et les anciens humains avec lesquels ils coexistaient n'étaient pas les uns les autres, mais les grands félins qui parcouraient la nature sauvage africaine. Les félins ont toujours représenté une menace constante pour les humains tout au long de notre histoire évolutive, et l'un des plus redoutables et mortels était Deinophilus, un genre qui était largement répandu à travers l'Afrique, l'Asie, l'Europe et l'Amérique du Nord il y a environ 5 à 1 million d'années. De nombreuses espèces humaines ont dû croiser, fuir et malheureusement perdre la vie sous les crocs de ce grand félin, qui était un parent éloigné du puissant Smilodon d'Amérique du Sud. Tout au long de la préhistoire, les restes fossiles d'homininés ont été retrouvés mêlés à ceux de grands félins, et il semblerait que Megantharion, un autre ancien félin à dents de sabre, ait également été responsable d'un grand nombre de morts chez les premiers humains. D'environ la taille d'un jaguar, ce prédateur embusqué et camouflé était tout à fait capable de traquer nos ancêtres à travers les hautes herbes des anciennes savanes. En mordant la tête ou le cou de sa victime, Megantharion aurait maintenu sa proie au sol avec ses grandes pattes puissantes, l'empêchant ainsi de s'échapper. De plus, il existe un certain débat quant à savoir si Megantharion aurait même été capable de poursuivre nos ancêtres en fuite jusque dans les arbres où ils cherchaient refuge, rendant ainsi peu d'endroits réellement sûrs dans le monde ancien. En plus de ces espèces éteintes, Homo rudolfensis aurait également dû faire face aux léopards, probablement les prédateurs les plus prolifiques des premiers humains, ainsi qu'aux lions, qui étaient des arrivants relativement récents dans les savanes d'Afrique lorsque rudolfensis a évolué. Ces espèces ont survécu jusqu'à nos jours et peuvent, dans de rares occasions, représenter encore une menace pour les humains non préparés ou inattentifs dans les régions où elles vivent. D'autres dangers étaient représentés par des reptiles carnivores. Autour des rives du lac Turkana, des crocodiles rôdaient, prêts à tendre une embuscade à nos premiers ancêtres. Homo rudolfensis aurait été une cible de choix pour ces prédateurs lorsqu'ils descendaient au bord de l'eau pour boire. Puisque ces humains semblaient se rassembler souvent autour du lac, on peut supposer qu'ils dépendaient fortement de celui-ci pour l'eau et peut-être pour la nourriture, et qu'ainsi, les crocodiles représentaient sans doute une menace constante. Dans les hautes herbes de la savane de l'Afrique ancienne, Homo rudolfensis devait aussi rester constamment vigilant face aux serpents venimeux. Un faux pas pouvait exposer un humain primitif aux crocs acérés et aux toxines mortelles. Il existe également des preuves que le danger pouvait aussi venir du ciel pour les premiers humains. Les enfants australopithèques, les prédécesseurs de Homo rudolfensis, auraient pu être chassés par les aigles couronnés d'Afrique. Des marques de perforation ont été retrouvées sur leur crâne, faites par les longues serres perçantes de ces carnivores aériens. Si un jeune Homo rudolfensis s'éloignait trop de la troupe, il y avait toutes les chances qu'un de ces prédateurs aériens de haut niveau attaque depuis le ciel, emportant la pauvre victime jusqu'à son nid. Si les prédateurs ne suffisaient pas, Homo rudolfensis vivait aussi dans un monde rempli de grands herbivores agressifs. Bien que ces animaux ne chassaient pas activement nos ancêtres, il était extrêmement dangereux de partager les prairies avec eux, et de nombreux rudolfensis ont probablement perdu la vie lors d'une attaque de l'un de ces géants. Aujourd'hui, les hippopotames sont parmi les animaux les plus dangereux du monde. Capables de pointes de vitesse extrêmes, aussi bien sur terre que dans l'eau, et armés de longues défenses utilisées pour jouter avec leurs rivaux, ils peuvent facilement piétiner un humain malchanceux. Si Homo rudolfensis se retrouvait trop près d'un groupe d'hippopotames, il aurait facilement pu y trouver la mort.
Toute une série d'autres animaux modernes vivaient également sur les plaines africaines, avec Homo rudolfensis, notamment les rhinocéros et les éléphants, qui sont tous deux capables de représenter d'immenses menaces pour les humains, en particulier pour des espèces anciennes et sans armes comme Homo rudolfensis. Pendant la saison de reproduction, ces animaux deviennent particulièrement dangereux, car ils sont chargés d'hormones. Homo rudolfensis aurait certainement dû rester à l'écart lorsqu'il partait chercher de la nourriture. Homo rudolfensis représente l'un des ancêtres anciens les plus fascinants, mais aussi les plus déroutants. Comme beaucoup d'humains du Pléistocène ancien à moyen, il souffre du même sort. Il est rare en fossiles et difficile à identifier. Des études sont en cours et permettront, espérons-le, de déterminer comment Homo rudolfensis s'inscrit dans l'arbre généalogique plus large de notre genre. Avec un peu de chance, nous pourrons bientôt révéler les toutes premières origines de notre espèce. Cette origine pourrait-elle se trouver chez cette espèce même?